Hey everybody, welcome to Gomet, a design sprint rendezvous with Quentin and Thibaut and la crème de la crème of the French design sprint community. My name is Jake Knapp, I'm the creator of the design sprint. I approve of this podcast. Please enjoy. Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode de Gomet Deep Dive 3 consacré à la sortie du livre Le Design Sprint en pratique de Pauline. Ça va Pauline ? Oui, ça va. Oui. Ça va. Et toi Quentin, ça va ? Ouais, ça va, ouais, je te remercie, nickel. Hyper content de reprendre cette discussion avec toi, Pauline, parce qu'on l'avait, je crois la dernière fois, c'était il y a à peu près un mois, quelque chose comme ça. Ouais. Et entre-temps, puisque les 2 premiers épisodes, on n'avait pas le livre, donc on faisait ça un petit peu à vue, on avait que le sommaire, donc un super teasing, mais entre-temps, on a reçu le très beau livre, voilà, le Design Sprint en pratique. On l'a aussi. Ah oui, c'est le triptyque. Mais Thibaut, ils sont où tes petits marque-pages là parce que... Ah, moi j'écris directement sur le livre, j'ai plus besoin de marque-page. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, bon, je vois que tu es un gars sérieux finalement. Et donc voilà, donc on l'a reçu. Alors moi, j'avoue, j'ai pas eu le temps de le lire en entier, mais je l'ai picoré à droite, à gauche. Ça a piqué ma curiosité sur pas mal de points, notamment par rapport à l'épisode 2 qu'on a fait il y a à peu près un mois. Et lors de ce 2e épisode de Deep Dive, donc qui est une série consacrée, pour rappel, hein, dans les Deep Dive, c'est des séries qui sont consacrées pour rentrer en profondeur dans un sujet. On a initié cette série grâce à toi, Pauline, et à ton livre. Et on a carrément consacré une série d'épisodes de Deep Dive pour explorer un petit peu plus en profondeur ce que tu nous partages dans ton livre. Le premier épisode était consacré au sprint in, donc les sprints pour cadrer. Le 2e épisode était consacré au moonshot. Au départ, on avait l'ambition de faire un deep dive consacré au moonshot. Finalement, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus riche que ce qu'on imaginait en termes d'échanges. Et en 1h30, on a traité que les 2 premiers jours. Donc là, on a prévu de consacrer le deep dive numéro 3 aux 3 derniers jours du moonshot. Et on va voir où ça va nous mener, comme d'habitude. Carrément. Voilà, peut-être on peut faire un petit point d'actu, Pauline, parce qu'entre-temps, voilà, le livre est sorti le 15 novembre. Ouais. C'est ça. Et Ouais, alors, c'est un carton ? Bah écoute, oui, on dirait que je sais pas qui le lit, mais apparemment oui, ça se lit. C'est-à-dire que je me suis dit mais c'est hyper niche et tout. Heureusement que la pochette est belle parce que parce qu'en plus là, c'est quand même très très noir et blanc quoi. Enfin tu vois, c'est pas ultra sexy quoi. Mais en fait, oui, je vois qu'il y a des personnes qui me connaissent, que j'ai remerciées, donc qui m'ont contacté, qui m'ont dit j'ai 5 amis qui m'ont dit qu'ils le lisaient, mais ils ne savent pas que je te connais, et ils ne se connaissent pas entre eux et tout ça. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Et puis après, il y a eu tous les... la Fnac Montparnasse qui a été dévalisée aussi. Pourquoi la Fnac Montparnasse? Le même jour, il y a 5 livres qui sont partis, tu vois. Donc, je trouve que c'est marrant. Mais voilà, après, sur Amazon aussi, j'ai quelques visions de chiffres, mais je n'ai pas de nombre de ventes. Et même l'éditeur ne peut pas le dire. Donc, en fait, ça semble marcher, ça semble être lu. Donc là, pour vous dire, pour en avoir le cœur net, je vais réorganiser un webinaire sur le sujet. Et effectivement, pour faire un petit question-réponse pour toutes vos questions, parce que j'imagine que vous en avez plein. Mais là, déjà, je pense que vos podcasts permettent aux gens de comprendre un petit peu mieux, parce qu'il y a toujours plein de choses à rééclairer, à réexpliquer ou redéfinir. Et puis bon, moi aussi, j'évolue aussi dans ma pratique, donc ça change, quoi. Enfin, ça change, ça évolue, ça se précise, quoi. D'ailleurs, la 2e édition est prévue pour dans... On m'a fait ressortir une énorme erreur. Putain, déjà, je me dis, donc là, toi, tu en as vu une, mais il y a tous les gens qui ne vont pas oser me partager les erreurs qu'ils ont vues. Donc, je crois que je vais devoir passer. Il faut vite que vous achetiez le livre pour que je fasse une 2e édition. Il faut remonter les... Bon, le message est passé. Ça marche. Alors, avant de se relancer, est-ce qu'on continue avec le dispatch, qui est un petit peu le motto pour ce qui est le sprint? Est-ce que, Pauline, tu peux venir sur les dernières lettres? On en est au A et au T. D'accord. Sauf que maintenant, on a un support visuel, puisque c'est dans le livre.
Yes. Et oui, magnifique. Bon, je lis hein, parce que je ne connais pas par cœur non plus. Avant qu'il est sorti, je l'évacue de ma mémoire. Alors oui, donc le A, mais c'est vachement important ce A-là parce que c'est adaptable. Et oui, c'est quand même un peu le principe du sprint in, sprint out. Donc c'est vraiment l'idée que le processus de design s'adapte par essence à son contexte. Donc le format du design sprint étant lui-même issu d'expérimentation et d'adaptation des méthodes du design thinking, du Lean UX énormément, du design de service, du business design. Peu importe que vous soyez du côté des métiers, du produit, du design ou du code, emparez-vous de ces méthodes. Ça, c'est vraiment le message suprême. Voilà, donc en fait, c'est quoi? C'est que ça pose le cadre de discussion. En fait, pour moi, c'est ultra important. Voilà, on crée une discussion. Donc voilà, donc ajuster les méthodes selon, enfin, voilà, moi je vous ai donné mon canevas, mais qui évolue aussi, donc vraiment allez-y. Et puis sentez-vous à l'aise en fait, hein, donc du coup s'il y a quelque chose qui vous, voilà, qui marche pas pour vous, qui n'est pas dans votre culture, bah, le faites pas et remplacez-le par autre chose. Voilà, donc en gros c'est ça. Donc adapter. Et puis ensuite le T, alors ça c'est aussi pour moi très important et c'est aussi, enfin je me dis souvent que c'est la transmission. En fait, ça, c'est un point. On n'est pas juste là pour faire, mais pour aussi garder une marque, en fait, laisser une marque. Pour moi, c'est la courroie de transmission de la culture d'entreprise. Donc, pour moi, c'est un bon moyen pour transmettre son savoir-faire, son expertise, en fait, son métier, mais c'est montrer aussi qui on est et pas être juste dans une case et aussi de mettre un visage sur ses collègues, loin du bureau, parce que en fait, c'est aussi bien de ramener des gens très différents et se rencontrer différemment autour d'une problématique en mode de, voilà, je résous un problème, comment on peut le faire ensemble, quoi. C'est pas juste moi dans mon coin, j'ai ça, je vais le faire comme ça et puis voilà. Donc, et puis c'est aussi l'idée que en fait vous allez faire un projet ensemble. Donc c'est vraiment l'idée de célébrer des victoires et des échecs, hein, parce ils sont importants. Mais c'est ça qui est bien. Voilà, régulièrement, parce que c'est l'idée qu'on le fasse en continu. Mais ça c'est c'est pour la prochaine fois. Le continu, c'est pour la prochaine fois. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Alors, pour reprendre et refaire un petit sommaire de ce qui s'est dit la dernière fois. Donc, le moonshot, c'est un sprint en 5 jours. Donc, quand on pense à sprint en 5 jours, naturellement, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois quand on a débriefé l'épisode 2, on pense au sprint initial de Jack Knapp qui se passe en 5 jours. Sauf que quand on regarde un petit peu plus dans le détail sur ce que tu nous proposes sur le design sprint en 5 jours ici, il y a quand même des petites grosses différences à certains endroits. On a nous-mêmes été surpris, hein. On s'attendait, quand on voit jour 1, comprendre la problématique. Là, on se dit, OK, on est en terrain connu, on sait ce qu'a fait Jack, on va retrouver un petit peu nos repères. Et jour 2, c'est trouver des solutions. Donc là, pareil, hein, le chapeau du jour, le titre chapeau du jour, c'est exactement le même que sur la méthodologie de Jack. Sauf qu'on s'est bien rendu compte, et on invite nos auditeurs à aller écouter l'épisode 2 de Deep Dive pour se rendre compte par eux-mêmes, mais que tu as une approche qui est quand même très différente, même si sont globalement les mêmes articulations, les phases de divergence et de convergence sont quand même relativement les mêmes. Néanmoins, tu amènes quand même pas mal de subtilités à pas mal d'endroits. Il y a pas mal de choses que tu rends possibles qui ne sont pas dans le framework initial. On en a parlé, hein, tu amènes une complexité supplémentaire avec des outils supplémentaires, avec des subtilités supplémentaires dans le design sprint qui amènent à être d'autant plus subtil, mais surtout faire plus attention en fait dans la façon dont on va animer les sprints pour arriver au résultat escompté. Et donc voilà, il y a une gestion de cette nouvelle complexité. Il y a tout un tas d'outils que tu amènes, tout un tas de micro-articulations très nouvelles que tu amènes. Et ça, c'est ce qui fait aussi la richesse de ton approche. Donc c'était hyper intéressant. Et le jour 1, le jour 2, comme je le disais, ce sont des jours qu'on connaît, comprendre la problématique, trouver des solutions. A priori, on connaissait, mais on s'est rendu compte que tu nous as révélé pas mal de choses très nouvelles. Le jour 3, c'est le jour, et donc on va commencer par celui-là, c'est le jour 3, c'est le jour où on prototype la solution.
Alors, c'est là où on commence là, à avoir vraiment des divergences avec le framework de Jack Knapp, puisque sur le framework de Jack Knapp, le jour 3, ce n'est pas le jour où on prototype la solution, c'est le jour où on va décider de quel est effectivement le concept qu'on va vouloir prototyper, et on va concevoir l'après-midi le storyboarding. Ça, on ne va pas le répéter ici, mais encore une fois, ça, ce sont des choses qu'on va réussir à faire le jour 2 dans ton framework. Là, le jour 3, on va prototyper la solution. Et du coup, on commence le matin avec le fait d'avoir une vision claire du prototype à concevoir. C'est ça, hein. Je suis en train de lire effectivement aussi dans le livre, donc les éléments de langage que tu proposes, d'organiser la production du prototype, de réaliser le prototype, donc tout ça sur une matinée. Et puis l'après-midi, de continuer à réaliser le prototype et d'harmoniser l'expérience globale. Donc peut-être qu'on peut faire comme la dernière fois, c'est-à-dire commencer par que tu puisses nous décrire un peu une journée type du jour de prototypage de la solution. Oui. Donc je vais compléter ce que tu dis pourquoi avoir réduit énormément ces 3, 4, 5 jours. C'est vraiment l'idée qu'en fait, là, nous, on travaille beaucoup pour des grosses organisations. Donc, il faut intégrer des métiers, des gens vraiment différents, pas que des designers. Et donc, c'est pour ça que, en fait, moi, je veux qu'ils soient là le maximum. Et donc, les 2 premiers jours, c'est pour moi quand même le minimum, hein. Donc, c'est-à-dire qu'on doit décider, concevoir assez vite. Et après, pour avoir une journée complète de prototypage, après, c'est aussi que j'utilise pas le sprint pour... Enfin, si en même temps, mais oui, on a beaucoup plus de monde aussi dans nos sprints. Donc, en fait, on peut quand même définir un prototype de manière très ambitieuse, mais parce qu'on a plein d'équipes. Donc, c'est pour ça qu'on peut réduire la première phase. Donc, c'est pour ça que c'est tout ce qui est les sprints de cadrage. C'est les sprints in, finalement, qui s'arrêtent le 2e jour. Enfin, si on reprend le framework général. Et donc, la 5e journée, c'est le sprint planning qui peut être aussi sorti. Et c'est le sprint out. Donc, pourquoi aussi j'ai fait comme ça, c'est que je travaillais beaucoup, quand je travaillais chez Adobe, je travaillais avec des développeurs qui étaient en Inde, au Canada et aux États-Unis. Donc, du coup, pour moi, c'est quand j'allais les voir et je faisais des sprints, donc mes sprints à moi, qui étaient un petit peu différents, qui étaient encore différents de ceux-là. Il fallait qu'on puisse prioriser super vite et qu'on puisse travailler ensemble, prioriser le 5e jour. Et donc, du coup, la phase de prototypage, elle devait être aussi assez courte, quoi. Enfin, tout doit être court, mais bon, ok, ça, on est d'accord. Voilà. Donc, après, ce que j'ai remarqué, c'est que le prototypage, en fait, il faut... si les métiers peuvent rester, en fait, pendant le sprint, c'est important qu'ils puissent s'emparer des méthodes pour qu'ils puissent participer. Parce que du coup, moi vraiment, pour ça, j'ai une vision un petit peu pas productiviste, mais c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sur papier. Et donc ça, du coup, tout le monde peut le faire. Et donc là, j'utilise des méthodes d'architecture d'information, hein, donc les méthodes de user flow, priority guide. On fait un petit prototype papier, on fait un crash test et après déjà on fait une première itération en interactivité. Donc ça donc on fait le prototype interactif l'après-midi, donc on a le temps. Donc en fait c'est la première matinée qui est un petit peu séquencée, qui est très guidée, toujours. En fait, c'est pour ce qui m'embêtait dans les sprints, la journée prototype de Jack Knapp, c'est que c'est pas guidé. Donc, c'est-à-dire que ça partait un peu en live et même pour le sprint master, c'est un peu compliqué. Enfin, si vous n'êtes pas UX vous-même, en fait, c'est difficile de guider les groupes et de les aider. Il n'y a pas forcément de designer aussi dans les groupes. C'est mieux, hein, toujours, hein, mais il n'y en a pas forcément. Donc, du coup, vous allez faire un proto où vous savez qu'il y a plein de problèmes d'ergonomie et vous ne pouvez pas être derrière tous les groupes. Donc, il faut quand même les aider, quoi, à arriver à un espèce de prototype qui fasse sens, quoi. C'est vrai que quand on regarde quand on lit le livre et qu'on l'applique pour la première fois, il y a vraiment cette sensation d'être un peu laissé tout seul à partir du storyboard jusqu'à la réalisation du prototype où en effet,
il donne pas trop de guides. Et en plus, c'est vrai que lui, il va plutôt dans le sens de dire n'importe qui peut faire un prototype, vous prenez un bout de Keynote, PowerPoint et vous faites ce que vous voulez et puis ça va fonctionner. Et c'est vrai que quand on vient avec un bagage UX un peu avant et qu'on lit ça, on est un peu surpris. Et c'est vrai que même dans les premiers sprints, je pense qu'on a tendance à revenir à ces réflexes-là et à en faire beaucoup. Et du coup, peut-être réinjecter même toutes les activités que toi, tu as prévues initialement. Parce que juste, sinon, c'est trop freestyle, en effet. Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, disons, mais ça, c'est une question de public, hein, je pense. Voilà. Après, voilà, en gros, c'est ça. C'est-à-dire que, enfin, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, enfin, en tout cas, c'est oui. Moi, je peux rebondir si tu veux, parce que je sais que j'ai, pour préparer, se préparer, c'est un bien grand mot, mais quand même, j'ai quand même regardé un peu plus attentivement pour que ce soit frais dans ma tête, les fiches que tu as réalisées Oui. dans le livre. Voilà, les différentes fiches. Là, on le voit Très bien rapidement montré. ici. Ouais, je sais pas, c'est Et un enfer. Bref, il y a des petites fiches à l'intérieur du livre qui décrivent en fait les différentes étapes du sprint Moonshot. Il y en a 25. Si je ne me trompe pas. Et à partir de la fiche numéro 14, donc tu parles, pourquoi je parle de la fiche numéro 14? Parce que c'est la fiche Design Studio. C'est celle qui arrive juste après la proposition de valeur. La proposition de valeur donc, a été définie a priori le jour d'avant. Et sur le Design Studio, ensuite on a le storyboard, ensuite on a le wireflow, on a le priority guide dont tu as parlé, puis on a le prototype animé. Et je rebondis sur ce que disait, Thibaut à l'instant, c'est-à-dire que en fait, on voit que quand tu structures quand même l'activité du prototypage en retournant sur des ateliers, des exercices assez basiques, effectivement, pour sécuriser toute la partie prototypage. Là où Jack Knapp, il nous laisse un petit peu nous débrouiller entre le moment où on a choisi un concept rapidement réalisé et souvent qui manque énormément de détails finalement, parce qu'à la fin du jour 2, quand chacun a pondu un concept dans la méthodologie de Jack Knapp, quand on se retrouve avec ce concept qui a été choisi, à devoir faire un storyboard directement depuis ce concept. Alors le storyboard, en plus, dans la méthodologie de Jack Knapp, quand je regarde ce que toi tu écris, c'est l'équivalent du wireflow, en fait. Parce que chez Jack Knapp, ton storyboard, il est moins utilisé comme un outil de design de service quand tu fais du prototypage de produits ou de services digitaux. Il est plus utilisé comme étant justement du wireframing. En fait, avec un stylo, on commence à dessiner les écrans intermédiaires qui manqueraient, on commence à préciser davantage les écrans qui ont été réalisés qu'on commençait à être réalisés dans le concept, et on commence à les détailler. Et souvent, au moment du storyboarding, quand on commence à détailler ces écrans-là, on rentre dans la complexité du concept. Et là, il y a un premier crash test qui est souvent un crash test de la cohérence métier, et de la cohérence UX, de la cohérence ergonomique du concept. Et souvent, on s'aperçoit que il y a plein de on a choisi ce concept, mais il y a plein de mécanismes UX, il y a plein d'aspects fonctionnels qu'il faut encore craquer. Et on rouvre un petit peu la boîte de Pandore à ce moment-là, quoi. Et C'est c'est un pas le moment qui peut moment. être assez chaotique. Et c'est le moment où généralement tu dis c'est bon, dans 2 heures j'ai terminé. Petite mention à Romain. Et puis finalement, la boîte de Pandore, tu la fermes et tu l'ouvres 3 fois d'affilée. Et puis tu te fais un peu avoir. Et c'est vrai qu'être guidé là-dedans, ça fait du bien, je pense. Plutôt que de se laisser Et libre. ce qui est assez surprenant dans ce que tu proposes, Pauline, c'est le fait d'avoir des itérations sur les tests. C'est-à-dire, tu n'attends pas de faire les tests d'avoir un prototype interactif relativement fini à la fin du jour 4 et puis de faire les tests utilisateurs. Tu proposes déjà des itérations, déjà des crash tests en interne sur la base d'un prototype papier, ce qui est quand même hyper nouveau. Là, pour le coup, on ne l'a pas du tout dans le framework initial de Jack Knapp. Comment tu arrives à séquencer en une journée toutes ces activités? Ouais, alors ce qui m'aide beaucoup, c'est effectivement la partie donc, proposition de valeur storyboard, donc le deuxième jour. Le storyboard, en fait, là, on leur donne un peu de hauteur. Enfin, ça permet aux participants de trouver la hauteur et de voir dans l'usage du service qu'ils sont en train d'imaginer dans la vie d'une personne. Donc, on est encore dans une petite histoire, quoi. C'est pas très précis, mais c'est sympa. Ça donne envie de s'attacher à cette histoire-là. Et après, donc le user flow, ça commence à devenir un petit peu technique. Là, on rentre dans la page. Alors, je parle de page aussi, c'est un petit détail. Ce que je voulais dire aussi par là, c'est qu'on est dans un sprint, on ne fait pas forcément des applications, on ne fait pas forcément
du digital, quoi. Donc, du coup, c'est aussi penser à ça, quoi. Parce qu'il y a peut-être un groupe qui fera un objet et un autre, le service, l'application, par exemple. Donc, ça, c'est aussi cette idée-là que les groupes doivent se communiquer entre eux la petite histoire. Ça, c'est important. Donc, le user flow, le wire flow, bon, il y a tellement de termes. C'est vraiment l'idée. Là, vous allez poser c'est des petites étapes, même en post-it. Voilà, tac, petites étapes, ça fait quoi, etc. Et là, en fait, ça permet à chacun, et donc nous, les facilitateurs, là, on est derrière eux, pour bien leur dire, mais qu'est-ce que vous voulez tester là? Quels sont les écrans principaux que vous allez mettre ou les phases que vous allez que vous allez prototyper demain? Et on leur demande déjà le fin jour 2 de se projeter dans les tests, de se dire attendez les gars, n'oubliez pas là. Donc là on a vu le storyboard, on a vu l'histoire. C'est là-dedans que vous allez projeter les gens dans 2 jours. Donc quelles sont déjà les hypothèses que vous allez tester? Donc déjà au moins de se dire quels sont les écrans principaux. Et puis bon, on ne va pas trop dans le détail encore ce qui se passe, on voit les liens entre les pages. Et après, à la fin de ce user flow, voilà, ils posent, ils sélectionnent, ils priorisent tout ce qu'ils veulent prototyper. Donc là, c'est fin de journée 2, on peut passer à la journée 3. Avant de passer à la journée 3, on parlait la dernière fois, effectivement, tu parlais du storyboarding en disant le storyboarding dans ton framework, c'est pas le même que celui de Jack Knapp, là on vient de l'évoquer. C'est plutôt quelle est l'histoire, dans quel contexte en fait global s'inscrit le service, le produit, peu importe, qui va être prototypé. Donc on le remet dans son contexte avec un avant, un pendant, un après, si j'ai bien compris. Et d'après ce que tu dis là, si je comprends bien aussi, c'est cet artefact-là qui va permettre d'aligner quand tu travailles avec un groupe étendu, que tu vas sous-diviser en plusieurs groupes qui vont prototyper chacun une partie de la solution, d'après ce que j'ai compris. C'est sur cette base-là que tu vas diviser les tâches, c'est ça? Chacun va se partager une partie du storyboard, par exemple. Comment ça va se passer? Ouais, c'est vrai. Donc là, ils le font. Alors, ça, maintenant, je le fais un peu différemment. En fait, je les mets en groupe en fin de journée, la première journée, où chacun va définir son challenge, mais donc après les interviews, etc., etc. Et après, donc, ils vont travailler sur des approches, des problématiques différentes, ou pas forcément. Ça dépend du décideur. Enfin, ça, je crois que j'ai dû déjà le dire avant. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit, ça fait longtemps, mais c'est-à-dire que le décideur va soit choisir de traiter une problématique et plusieurs approches, ou, alors par exemple le dernier là qu'on avait fait avec SNCF, c'était intéressant, c'était sur les télétravailleurs professionnels. Donc là c'était l'idée, en fait il y a un groupe qui a travaillé plus sur l'offre, il y a un groupe qui a travaillé plutôt sur l'aspect expérientiel de projection d'un budget, enfin de quelle ville où est-ce que je pourrais habiter pour revenir travailler sans que ça me coûte trop cher, etc. Et puis il y a un autre qui était plus en mode, voilà, on va gagner des points, on va créer une communauté pour retrouver les gens qui sont sur place et puis commencer à créer du lien professionnel, lien social. Mais c'était la même problématique initiale, donc je trouve que c'était chouette parce que c'était vraiment 3 aspects. Mais ça dépend des personnes qui sont dans le groupe. Donc voilà, on peut se dire ça comme ça. Bon, il y a ça. Voilà. Bon, en gros, il y a 2 scénarios. Il y a soit sur le même challenge, tu vas mettre plusieurs groupes en compétition, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun va imaginer une solution au même challenge, potentiellement. Soit ils vont se découper les parts du gâteau. Oui. C'est ça. Et souvent, ce qu'on voit, donc quand le challenge quand le challenge est bien défini et que l'expérience client elle est bien connue, enfin elle est bien maîtrisée quoi, dans l'expérience du sprint, on voit finalement que les personnes, enfin les groupes sont très complémentaires et donc effectivement on pourrait proposer tout un scénario global. Hein. Enfin, ça complètement pas. Ok. Ça t'est déjà arrivé de faire des sprints, du coup, où sur la même journée, certains vont prototyper une expérience d'accueil, par exemple, sur vraiment du design de service très classique, une expérience d'accueil, par exemple. Un autre groupe va prototyper une expérience mobile et un autre groupe va prototyper l'expérience desktop, par exemple. C'est déjà arrivé ça ou... Si c'est pas déjà arrivé, est-ce que c'est envisageable dans ton framework? Est-ce que ça fait sens de
travailler comme ça. Ouais, si c'est un besoin, effectivement, pour le client, ouais, c'est carrément. Après, nous, on va peut-être moins s'attarder au mobile desktop. C'est plutôt voilà, comment ça va être utilisé, enfin, quel est l'usage. Enfin, oui, c'est ça, c'est quel est l'usage qu'on a décelé la problématique et est-ce que pour répondre à cette problématique, à cette attente, est-ce que la personne a besoin plus d'être chez elle, desktop, enfin, ou à son travail ou mobile. En fait, après, c'est moins ça, mais on pourrait complètement, enfin, voilà, on fait moins la distinction. Par contre, évidemment, à chaque début de prototypage, on se dit, bon, bah quoi, on fait en mobile ou desktop et on se dit, bon, bah, Ok. des fois, on peut le définir un petit peu comme ça à l'arrache. Ça dépend de l'usage. Un peu comme, comme dans le livre de Jack Knapp, quand tu lis la phase de prototypage, bon, tu as une petite zone d'inconnu. Là, je me dis, si je me retrouve dans une situation où j'ai un gros groupe, je sais pas, c'est 4 équipes de 4 personnes, et on se retrouve dans un contexte où ils vont devoir se synchroniser les uns les autres pour faire une expérience un peu homogène, enfin en tout cas que ça se complète, je me dis que ça va être beaucoup plus compliqué à faciliter qu'au contraire une situation où c'est des groupes qui sont un peu en compétition pour répondre à la même question. Comment tu proposes d'aborder les choses en fonction des niveaux qu'on peut avoir en facilitation? Est-ce qu'il y a une situation à éviter? Est-ce que dans tous les cas ça fonctionne? Enfin, là, j'aurais un peu peur en fait de me retrouver dans la situation où je dois synchroniser 20 personnes pour une seule expérience. Ah oui, d'accord. Effectivement, ça, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Ouais, faut avoir bien le regard partout. Enfin, il faut bien checker. Il faut rentrer vraiment dans les protos de chacun. Pour le coup, ça, je pense qu'il faut vraiment être UX pour faire ça. Parce que sinon, tu vois pas les liens, tu vois pas les ruptures d'expérience. Enfin, donc ça, c'est sûr. Après, non, je sais pas. Alors, c'est plus complexe, mais je trouve que c'est plus excitant pour tout le monde parce que du coup, on a vraiment l'impression de construire un truc chacun à notre table, là, et à un moment donné, on va tout rassembler. Non, c'est hyper motivant. Et, Donc, et le rassemblement se fait à la fin alors? Parce que c'est ce que je voulais te demander du coup, c'est-à-dire est-ce que du coup tu as un point à la fin de chaque livrable, ok, on resynchronise, mais non, en fait c'est à la fin que tu synchronises tout. Donc, soit effectivement, bon, de toute manière, oui, il faut toute la journée, il faut un peu checker ce qui se passe et tac, 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 créer les points de. En général, c'est à moi de le faire. Ou sinon, il y a une personne dans le groupe qui s'en occupe si elle est moins occupée. Et je lui demande de prendre en charge cette cohérence. Et effectivement, en fin de journée, fin de la journée prototypage, le troisième jour. Donc, effectivement, on reprend tout. Et là, je fais appel à Mathias en général. Et Samuel aussi fait ça. C'est qu'on reprend tout le proto et on fait toute la finition, quoi. On fait tout l'assemblage. Mais pour ça, il faut préparer quand même un UI kit en amont pour que tout le monde travaille avec exactement les mêmes composants. Enfin, tu vois, donc il y a toute une petite logistique design. Ouais. Enfin, Tu fais attention, du coup, j'imagine aussi que dans chaque groupe, il y ait un designer qui soit capable de s'approprier ce qui tu y, ou alors ou pas nécessairement. ça va, oui, ça va. Après, c'est vrai que là, pour le coup, il faudrait qu'on fasse, parce que là, maintenant, on est passé sur Figma, justement pour résoudre ce genre de problème. Et du coup, là, effectivement, il faudrait qu'on fasse une micro-formation qu'on ne fait pas. Donc, ça, en général, bon, c'est facile quand même à utiliser, mais c'est vrai que ça peut prendre un micro-temps compliqué. Donc, ça veut dire qu'au niveau de... Enfin, vous devez bien connaître les outils parce qu'évidemment, on va vous poser les questions où il y aura des petits bugs ou des machins. Il faut pouvoir les libérer vite de ça. Enfin, voilà, c'est ça qui, à la limite, que j'ai pu voir un petit peu compliqué. Mais franchement, on n'a pas eu de problème. Enfin, c'est pas vraiment problématique. Ok, mais il y a quand même une task force en fait encadrante qui est quand Oui, même là et qui permet quand même de sécuriser l'ensemble de l'exercice, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y a une question, dès qu'il y a un doigt levé, il y a quelqu'un qui est capable d'aller répondre à cette question. oui, oui. On n'est pas dans un format où, faut pas s'imaginer, hein, je dis ça aussi pour les auditeurs, mais qu'on est dans un format où il y a encore une fois qu'un seul facilitateur.
dans un contexte, dans un format où il y a plusieurs groupes à faciliter en même temps, avec une contrainte de temps énorme et du coup des questions, des points durs qu'il faut arriver à dénouer très rapidement, des doutes au sein Et au oui, sein des exactement. équipes, j'imagine. Et du coup, il faut les accompagner, il faut les rassurer, il faut leur donner des pistes de solutions, ou en tout cas les aider à réfléchir pour arriver à trouver des solutions qui leur conviennent, dans lesquelles ils aient suffisamment confiance pour qu'ils puissent continuer l'exercice. Et tout ça, ça nécessite effectivement d'être plusieurs, c'est ce que tu disais. Donc il y a Ouais, Mathias oui, et Samuel qui viennent t'épauler. oui. On est au Et moins deux, ouais. ouais, On est au moins deux facilitateurs, ouais. ouais, ok. Et après, moi, j'avais une autre question. C'était pas hyper clair pour moi. À partir de quand, sur le jour 3, tu les laisses travailler en autonomie, chacun des groupes en fait, tu disais Oui, que ça pouvait commencer à partir du jour 2, mais j'imagine que potentiellement, si tu les laisses travailler à partir du jour 2, chacun dans leur coin, il va y avoir des divergences trop importantes, quoi. Après, derrière, les ruptures d'expérience, comme tu disais, ou les incohérences, elles vont être trop importantes et il n'y aura plus le temps de les corriger. Donc, comment est-ce que tu arrives à trouver le juste équilibre entre on vous laisse travailler et en même temps, il faut arriver quand même à se coordonner à des points très précis pour s'assurer qu'on avance tous dans une même direction globale? donc ouais, du coup, alors il faudrait que je revienne un peu sur la matinée pour expliquer, parce que c'est ce processus-là qui me permet Ok. de les laisser en autonomie le mercredi après-midi, enfin le troisième jour, si ça vous va. C'est vrai que je n'ai pas parlé encore vraiment en détail. Allez, on y va. Donc du coup, donc le matin du prototypage, donc on arrive donc avec notre user flow. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail, mais pas d'ergonomie d'interface, de machin, mais juste les contenus, quoi. Et donc là, on va être en mode, sur chaque page, quels sont les contenus les plus importants, les tâches que la personne doit faire absolument. Enfin, il faut la guider vers ça. Donc, du coup, on utilise la méthode de Priority Guide, qui est vraiment une méthode d'architecture d'information. Bon, il y a plusieurs noms aussi pour cette méthode-là. Genre le Core Pass aussi. Bon, c'est-à-dire on va lister tous les contenus en ordre de priorité. Et donc, on leur fait faire ça. Donc, ils n'ont que à lister. Voilà, il y a une note sur des post-it. Ils postent les post-it. Donc voilà, c'est pas super sexy, mais au moins, en fait, c'est le cahier des charges pour le UI qui va faire les interfaces. C'est-à-dire il a tous les composants. Voilà, magnifique. Très, très beau. En plus, en noir et blanc, c'est encore. Pour ceux qui écoutent le podcast sans l'image, c'est juste que je montre en même temps des exemples tirés du livre de Pauline. Voilà. Donc, ouais, effectivement, on va lister tous les contenus. Et avec ça, en fait, le UI, si c'est une personne qui est extérieure au groupe, qui vient travailler en mode task force, ou même pour les gens du groupe, c'est vraiment le cahier des charges. Ils ont vraiment toutes les données. Voilà. Et ensuite, parce qu'en fait, j'essaie d'imaginer toujours quand est-ce qu'on peut couper le sprint, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis ça. On pourrait pratiquement couper le sprint après ça. Mais non, on ne va pas couper le sprint, on va continuer. Donc voilà, donc ça, on prend un certain temps. Donc on leur demande de faire ça sur 5 pages maximum, quoi. Enfin, vraiment les pages vraiment les plus prioritaires. OK, et ensuite, là, on leur fait faire le prototype papier et ça va ultra vite. Alors ça, moi, j'hallucine depuis qu'on fait le Priority Guide, c'est ultra cadencé parce qu'ils savent quoi mettre. Hop, 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 et voilà, ils mettent tous leurs composants. C'est tout moche et tout, mais en même temps, c'est OK parce qu'en fait, ils font quand même des petits dessins. Ils ont le temps de réfléchir à des petits dessins, des petites icônes. Ils mettent des bouts de post-it de couleur pour tous les CTA, les boutons à cliquer, les points importants de la page, et ils mettent de la couleur. Donc ça, c'est chouette. Et en plus, on peut faire des états de page. Voilà, en repliant la page, en remettant une page au-dessus. Enfin, en fait, c'est quand même super cool le prototype papier. Et pareil, on pourrait s'arrêter là. Donc là, du coup, ils voient leur service. Et donc là, c'est bon. Là, le problème, là, c'est que là, à ce moment-là, vous êtes ultra biaisé. C'est-à-dire que ça y est, vous pensez que vous avez fini, quoi. Et là, c'est le drame. Parce que du coup, vous allez, voilà, le risque, c'est de vous enfermer dans des certitudes. Donc, c'est vraiment le moment critique pour le designer et pour le sprint. Donc, c'est pour ça on fait, OK, c'est bon, vous avez votre scénario,
on va le tester entre nous, même si vous savez exactement de quoi il s'agit, même si voilà, les gens connaissent. Et en fait, c'est fou comme à quel point les autres groupes qui arrivent, donc les personnes, ont testé. Alors, soit directement sur le papier, si on n'a pas le temps de mettre sur Marvel ou quoi, mais même sur papier, ça suffit parce qu'en fait, voilà, il est posé et puis avec son doigt, c'est vraiment trop marrant. Donc, il clique sur les éléments de page. Il ne comprend rien. Voilà, il ne comprend pas les textes, il ne comprend pas les titres, il ne sait pas à quoi ça correspond. Donc, du coup, en fait, il demande par ces questions, mais naturelles, très sympathiques, à l'autre groupe d'expliciter ou de dire, mais alors attends. Parce qu'évidemment, ils n'ont pas fait de protocole de test, c'est pas du tout construit, c'est vraiment du guérilla interne, enfin je sais pas comment dire, vraiment c'est inside guérilla quoi. Là, tu sors pas du tout dans la rue, tu juste avec ton voisin, tu vas tester. Et donc là, en fait, il débusque des erreurs énormes ou des problématiques de compréhension qui pour eux, voilà, c'était bon, c'était acté, il n'y a pas de problème. Et ben non, pas du tout. Donc ce petit moment-là, il dure quand même 20 bonnes minutes. Enfin, je sais plus, c'est à peu près le temps qu'on prend. Mais Pour le test, c'est ça, tu veux dire? C'est 20 Oui. minutes pour le test du prototype papier. Voilà. Donc, imaginons tes 3 équipes, il y a 3 prototypes papier qui sont testés en 20 minutes, c'est ça? Oui, et après, bon, comme d'hab, on peut paralléliser. Oui, oui. Donc, du coup, il suffit de faire des photocopies. Et puis voilà, vous faites du cross-testing. Et donc, voilà, donc ça, c'est top. Et ce qui fait qu'ils sont trop contents déjà, parce que voilà, ils ont appris déjà plein de trucs. Et donc, on va manger. Et puis après, clac, là, on peut partir sur le prototype animé interactif sur Figma, Sketch ou quoi, ou Keynote, c'est OK évidemment. Mais là, voilà, ils sont. En fait, ce qui est important, c'est que cette journée, mais ça vous le savez en tant que designer, on a besoin d'avancer avec un petit peu de certitude, mais pas trop non plus. Enfin, c'est-à-dire qu'on est toujours sur cette bascule de dire attends, merde, demain je vais voir les utilisateurs. J'ai appris quelques petits trucs, je ne suis sûre de rien, mais je vais tester ça. En fait, ça les met déjà dans une posture. Ok, je suis ouvert, quoi. Je reste ouvert à l'improbable, à l'inconnu. Donc, toute mon utilisation de compétences. C'est intéressant ce que tu dis parce que je ne sais pas si c'est lié au fait que finalement dans ta méthode, tu as dégagé de l'espace pour prendre le temps de faire toutes ces activités-là. Mais au contraire, je trouve que dans les phases de prototypage classiques, tu as plutôt l'envie que les gens aient un peu de certitude et de la confiance sur la solution qu'ils sont en train d'imaginer. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des cas où tu commences à avoir des gens qui doutent, des gens qui re-challenge, etc. Et Oui, en fait, quand tu n'as pas l'espace ou quand tu n'as pas prévu l'espace pour le faire, bah, je trouve que tu sens le stress qui monte dans tout le groupe. Toi-même, en tant que facilitateur, tu te mets à stresser aussi. Et en fait, si jamais tu n'arrives pas à réorienter, tu as ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant de se dire que toi, tu abordes ça en disant, bah non, c'est normal, etc. Et du coup, comment tu fais pour gérer ce problème de re-challenging? Et j'imagine que plus tu as de personnes, plus ça peut avoir des effets forts. ouais, tout à fait. Alors ça, c'est clé, effectivement. Donc, c'est que là, c'est là où on commence à être vraiment relou. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de leur demander à quel problème vous souhaitez, quel problème vous souhaitez résoudre. Parce qu'évidemment, ils sont tous en train de se chamailler pour, pour savoir, mais non, mais ça, le bouton là, comme ça, comment ça. Non, non, non. En fait, c'est juste, vous souhaitez répondre à ce problème-là. Est-ce que vous pensez collectivement que cette interface, cette fonctionnalité y répond? Oui, non. Vous n'êtes pas d'accord, vous testez. Enfin, tu vois, oui, non. Et il y a des choses que vous devez faire et il faut laisser la responsabilité à la personne qui fait. Et de se dire, c'est une hypothèse, je la note et je la garde pour le protocole de test le lendemain. Alors évidemment, il y a une petite discussion qui se fait et qui est importante. Mais en fait, c'est se dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Enfin, c'est pas nous qui les aurons, encore moins nous que, que les... Enfin, c'est vraiment l'usage des tests, quoi, l'utilité des tests. Donc c'est ça, c'est à quel problème je veux résoudre. Et c'est de se dire, demandez, enfin vraiment dites à vos participants de lister toutes les hypothèses par écran qu'ils souhaitent aller tester le lendemain.
là déjà, ça calme énormément les gens parce qu'ils se disent, ah oui, c'est vrai, c'est pas à nous de... Enfin, voilà, on ne sait pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Totalement. Mais ce que je trouve hyper intéressant avec le prototype papier, et je trouve ça vraiment hyper fort d'avoir réussi à l'intégrer dans une démarche de sprint parce que le temps est compté, c'est le fait d'être tout à fait à l'aise avec le fait que les choses ne soient pas totalement finies et tout à fait à l'aise aussi avec le fait qu'on reste dans une zone d'ambiguïté, c'est-à-dire qu'on va accepter nos imperfections, on va accepter de ne pas être super sûr de soi, de ce qu'on a pu faire, mais au moins le fait de se dire, bon, on le pose, il est là, c'est peut-être un petit peu imparfait, mais c'est pas très grave. On va aller le tester et tout de suite, on va se faire une conviction si ce qu'on a fait a un petit peu de sens ou un petit peu de valeur, ou si ça en a pas du tout, auquel cas, on arrête de se prendre la tête dessus, on l'évacue tout de suite, ou alors au contraire, on se dit, tiens, c'est une piste intéressante à creuser, ou alors même parfois, juste en utilisant ce type de support, ça permet aussi de révéler des choses auxquelles on n'avait pas pensé jusqu'alors et qui vont venir balayer tout le reste. Et du coup, effectivement, c'est là, enfin, ça peut être une façon, quand je t'entends parler, là, une façon, enfin, on peut se dire, tiens, c'est beaucoup plus de boulot, mais finalement, en faisant un petit effort supplémentaire de formalisation à ce stade, on va peut-être gagner beaucoup de temps, en fait, Ouais. par la suite. Et en même temps, je te dis ça, quand je t'entends parler, je me dis, mais 20 minutes pour faire des tests sur du papier, c'est extrêmement court. Le temps qu'ils appréhendent, en fait, la solution, et puis qu'il y a un feedback sur cette solution, d'arriver à comprendre ce feedback, d'arriver à le formaliser, d'en faire un enseignement. Et ça peut Je un trouve, peu selon, oui. Mais oui, mais même une demi-heure, tu vois, si tu veux, je trouve ça. Je me dis, enfin, pour connaître un peu la facilitation quand même de groupe, je me dis, tu as 3 ou 4 groupes différents, de 5 à 6, voire 7 personnes différentes par groupe. Tu as 3 prototypes papier qui sont testés en simultané avec des feedbacks à recueillir et tout. En une demi-heure, d'avoir plié tout ça, je trouve ça assez fort. Je trouve ça vraiment, oui, mais après là, vraiment fort. c'est pas un vrai test au sens, enfin, c'est du guérilla, donc c'est-à-dire c'est avec le temps qu'on a. Hmm. Il n'y a pas de protocole, c'est vraiment, voilà, la personne, on la projette dans une Ouais, c'est à chaud. situation. Voilà, donc c'est pour ça que le storyboard est utile pour bien se rappeler, voilà, qu'est-ce qu'on veut tester, dans quel contexte tu es qui, tu t'appelles comment. Et je suis ton père. Voilà, c'est un peu. Et donc après, hop, la personne réagit vite. Et puis comme elle connaît aussi un peu la problématique, ça lui éveille d'autres choses. Mais donc tout ça, c'est un petit peu biaisé, mais c'est OK parce que voilà, ça permet de. En fait, tous les retours, enfin vraiment, moi, ce que je dis toujours aux gens, mais faites avec ce que vous avez. Et en une demi-heure dans un sprint, on sait que c'est beaucoup. Et donc là, du coup, peut-être juste, par exemple, tester que les pages vraiment clés, quoi. Parce que s'ils sont Hmm. mis à faire 10 pages, bon, bah non. Vous faites juste vraiment qu'est-ce qui répond à la proposition de valeur. Et ça va les aider aussi à se dire, bah ouais, c'est vrai, on n'a pas besoin de tester tout ça pour tester notre concept ou voilà, la valeur du service. Il ne faut pas oublier que le sprint, il aide les équipes à concevoir après, mais ce n'est pas vraiment un moment de production, quoi. Enfin, là, on teste des idées, des concepts, oui, effectivement, des pages, la désirabilité d'une expérience et tout ça, mais attendez, on n'a qu'une journée, quoi. Donc, c'est déjà énorme. Mais Je c'est vais une te faire une super petite façon en plus confession. d'éduquer. Excuse-moi Thibaut, Ah juste oui. pour avant ta confession, parce que Bah ouais, parce que quand même, il y avait il y avait plus d'émotion dans mon intro, mais vas-y, vas-y. non, mais je me dis c'est une super façon aussi d'éduquer, comme tu le dis, d'éduquer le groupe à ce que doit être et à ce que doivent être en fait les tests utilisateurs du dernier jour et à se concentrer vraiment sur l'essentiel. Et effectivement, par exemple, sur la méthodologie classique, où tu as une journée alors, tu as une demi-journée pour storyboarder, puis après une journée pour prototyper, mais sur le storyboarding, quand tu sais que derrière, tu vas avoir une journée complète de prototypage, donc tu vas avoir un produit quasi fini quoi, à la fin de la journée de prototypage sur le jour 4. Quand tu n'as pas vécu encore les tests, en fait, évidemment, il y a toujours des tentations du groupe d'arriver à rajouter de la complexité, à rajouter des choses qui ne sont pas essentielles ou pas vraiment nécessaires pour aller tester les hypothèses de conception qui sont clés et qu'on a besoin de tester. Mais forcément, les gens continuent de réfléchir, ils continuent d'améliorer de perfectionner leur pensée, donc d'améliorer le fonctionnement, de penser à plein de micro-fonctionnalités qui auraient plus ou moins de valeur ajoutée, mais qui ne sont pas au cœur du sujet. Et toi, en tant que facilitateur,
t'as toujours besoin un peu de recadrer tout le monde, de dire bah, ça, en fait, parce qu'en fait, tu es en train de ménager le travail du designer le lendemain, quoi. Lui dire non, mais il ne faut pas tout accepter parce que sinon, tu vas finir à 4 heures du matin. Et Euh, le pire, c'est les designers. Hein. Franchement, j'ai plus de problèmes avec les designers parce que le problème, c'est la journée, quoi. C'est tellement du luxe. C'est qu'on dit, mais ouais, je vais avoir le temps de finir, de faire un beau truc et tout. Alors oui, en plus, à chaque fois, c'est hyper bien, quoi. C'est juste qu'il faut que ce soit bien au bon endroit, quoi. Pas se faire chier avec le petit slider. Est-ce qu'on peut faire ça ou quoi? Non, c'est un slider, c'est tout. Voilà. Mais c'est pas, enfin, là c'est pas le boulot du sprint, c'est après. Ouais, tout à fait. Alors, ma confession, si je peux me permettre, c'était en fait, quand j'ai lu ça, j'ai eu un frisson en me disant, mais c'est une évidence. C'est une évidence qu'il ne faut pas perdre de temps à designer des pages qui sont déjà toutes faites. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et rappelle-toi de tes sprints, tu l'as forcément dit, c'est un automatisme. Et en fait, non. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de dire ça aux participants. Je pense de leur dire, mais concentrez-vous uniquement sur ce que va prototyper. Ça sert à rien de faire le login ou des trucs comme ça. Ah Et oui. ça m'a fait penser au hack que tu avais sur la map de Steph. Enfin, en fait, c'était une évidence quand il l'a dit qu'il fallait le faire comme ça. Et là, je me suis dit, mais c'est pareil, en fait, c'est déjà, ça te raccourcit, ça t'enlève une quantité de bruit incroyable, je pense, juste de dire cette phrase. Donc, je me la suis soulignée 4 fois et c'est sûr que je vais la redire. Et je sais que jusque-là, je ne le disais pas. Et pourtant, ça me paraît être une évidence. Et je suis sûr que ça fait gagner énormément de temps à tout le groupe dans le cadre d'un sprint. Donc, Ah, merci, Pauline. Merci. franchement, il faut être intraitable. Hein. Parce que vraiment, l'utilité du sprint, c'est de vérifier des hypothèses, répondre à des questions, à des challenges. Mais ouais, non, pas le. Mais voilà, avec un bon UI kit, on a toujours fait des trucs hyper jolis, quoi. Enfin, et même encore. Donc ça, là, j'ai une divergence avec Jules, parce que Jules, pour lui, c'est vraiment faut faire le wireframe, c'est ça qu'on teste, un truc moche, en gros. Moi, j'aime bien tester un truc un peu sympa, parce qu'en fait, on y est, quoi. Enfin, c'est comme quand on fait la peinture à l'huile, la couleur, on le fait juste à la fin, en 1 heure, quoi, en 2 heures, alors qu'on s'est fait chier pendant un mois à faire toute la lumière, enfin, tous les modelés, etc. Enfin, c'est le même principe. La couleur, ça s'affiche, enfin, c'est assez vite, quoi. Enfin, donc, du coup, ouais, pour moi, il faut y aller, quoi. Il faut être très exigeant. Mais pour ça, donc ça, c'est vraiment enfin, la compréhension que j'ai des choses, hein, c'est que l'exigence, elle est possible si on avance petit à petit, mais de manière sécurisée. Mais vers l'incertitude, évidemment. Mais c'est-à-dire que on a comme un petit peu plus de certitude. On a toujours un peu plus de réponses. Il faut que chaque méthode vous apporte son petit lot d'enseignement. Et du coup, on mène le groupe comme ça. Et surtout parce que c'est des groupes qui ne sont pas forcément d'accord entre eux. Et dans le groupe, enfin, et dans le grand groupe aussi. Donc, il faut pouvoir gérer ces petits pas. Voilà, pour moi, c'est des petits pas. Bon, alors, on en était à la fin de la matinée du jour 3. Yes, bah après, Quand même. T'es Donc sûr on avait fini oui, on a un peu parlé de la suite, mais on avait fini le prototypage papier, on avait fait les sortes de guérilla tests internes. Ok, et là on va déjeuner. On va déjeuner déjà avec un peu plus, comme tu le dis, avec un peu plus de certitude, peut-être des questions un petit peu plus fines aussi à se poser. Et en tout cas, des convictions un petit peu plus fortes sur les directions à prendre et celles qu'il faut abandonner. Et l'après-midi donc. Donc l'après-midi, donc là, on sait ce qu'on va faire, c'est très clair. Donc là, ce qui est cool, c'est qu'on peut aussi, en travaillant sur Figma, on peut se répartir les pages. Parce qu'avant, moi, même il y a encore un an, en fait, c'était une personne qui faisait tout le design et puis les autres qui faisaient les images, les textes, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc, les gens qui cherchent les textes, écrivent les petites, les baselines, enfin, c'est super important. Et à mon avis, ils s'embêtent, hein, parce qu'au bout d'1 heure ou deux, c'est bon, ils ont fait le taf. Donc il faut quand même qu'il y ait ces personnes-là. Alors attendez, je reprends. Donc on a une équipe. Okay. Donc chacun a ses rôles. Donc il y a le designer qui va effectivement choper, si on ne l'a pas fait avant nous, les UI kits, les logos, les typos, les machins. Bon, ça, normalement, on l'a quand même déjà préparé. Ça, c'est quand même un petit effort. Alors, question, juste pour être sûr de bien comprendre, le designer dont tu parles, il y en a un dans chaque groupe, ou là tu parles d'un designer pour potentiellement plusieurs groupes?
Ouais, voilà. Donc, si, oui, alors, on reprend. S'il n'y a pas du tout de designer, là, il faut vraiment absolument préparer tous ces éléments graphiques. Mais tout le monde est un peu, bon, si vous utilisez PowerPoint ou quoi, enfin, ça va, enfin, vous pouvez quand même gérer des carrés, des typos, etc. Donc, donc s'il y a pas, enfin, s'il y a un petit niveau, quoi, parce qu'après, il y a des développeurs aussi qui peuvent faire ça, donc un petit niveau. Eux, bah ouais, ils savent de quoi on parle, donc ils créent leur canevas, ils mettent tous les composants, ils font les symboles. Voilà. Donc on a assez vite en 1 heure, on a toutes les interfaces qui sont, toutes les bases, les fondations sont posées. Donc à côté d'eux, ils ont tout le priority guide, évidemment tout le storyboard papier, prototype papier. Et ce qui fait que bah, voilà, ils commencent à poser les éléments. Ils savent qu'ils ont besoin d'un composant bouton, un composant slider, un composant carte, un composant chart. Enfin voilà, donc ça c'est très rapide. Voilà, pendant ce temps-là, les autres, ils cherchent les images, les textes. Voilà. Et puis maintenant, on a tous les contenus. Donc après, ils peuvent se répartir les pages parce que du coup, la structure est posée. Et donc, voilà, c'est assez facile, quoi. Enfin, là, du coup, il y en a celui qui va plus vite, qui est plus à l'aise, évidemment, il prend le plus de pages. Mais là, vraiment, pour lui, ça va être un peu chaud quand même, je vous le dis. Enfin, il y a quand même un peu plus de responsabilité sur cette personne. Donc, il faut qu'il prenne plus, mais qu'il ait... il faut qu'il soit quand même aidé, quoi. Et parce que les autres, en plus, ils s'embêtent. Ils sont dégoûtés d'être là et ils ne servent à rien. Enfin, voilà. Donc, on ne peut pas leur donner une autre activité. Enfin, si on pourrait leur donner le protocole de test à commencer à écrire. Mais bon, après, moi, j'aime bien quand tout le monde est au même moment, avance au même moment, quoi. Mais bon, après, ça, c'est la suroptimisation des ressources. Non, mais c'est Donc, marrant ce que tu dis parce qu'il y a deux écoles en fait sur ces ouais. approches-là. Là, pour le coup, je retrouve un peu l'état d'esprit de Jack Knapp, c'est-à-dire le fait de se dire en fait tout le monde doit participer Ouais. et à la réalisation du prototype et tout le monde peut le faire. Mm. Tout le monde doit participer à la réalisation du guide d'animation et tout le monde peut animer des tests utilisateurs. Et puis tu as une autre école qui a plus côté IGN Smart pour le coup Agence, ouais. qui avait d'autres réponses que toi, justement, aux problématiques dont tu nous avais parlé, que tu avais identifiées et pour lesquelles ton framework de sprint est une réponse. AGN Smart, eux, ce qu'ils ont plutôt fait, c'est qu'ils ont essayé de débarrasser toute la partie un petit peu experte, non métier, du Mhm. reste de la sprint team. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, AGN Smart, ce qu'ils font, c'est que, alors déjà, bon, ils ont raccourci sur 4 jours, ça on le sait, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils font 2 jours très intensifs de workshop avec toute la sprint team. Donc là, ils invitent effectivement tous les clients à travailler pendant 2 jours, à brainstormer pendant 2 jours. Et toute la partie prototypage pure, ils se la gardent en interne. Mm. Ils le font, en fait, ils recueillent toute la matière. Ils font en gros le cahier des charges du prototype, en Oui. gros, avec l'équipe. Et après, ils libèrent l'équipe. Et eux ne réalisent strictement que le prototype. Ils font le prototype en chambre. Et ils font, voire même, ils vont jusqu'au test à les faire, enfin, pour les faire en chambre aussi, des tests. Et après, ils vont restituer à l'équipe de sprint le résultat des tests. Donc, c'est une Oui. autre philosophie, hein, c'est une autre façon de voir. L'avantage de cette approche-là, c'est de pouvoir dire à des clients, bah, on ne va pas vous mobiliser 5 jours, on ne va même pas vous Oui. mobiliser 4 jours, on ne vous mobilise que 2 jours. Et on Oui. va vous presser le cerveau. Mais par contre, après, vous êtes libre potentiellement. En tout cas, sur la réalisation du prototype, je trouve ça intéressant comme façon de réfléchir aussi parce que ça te permet d'avoir l'entier contrôle en fait de la réalisation et du coup d'être sûr d'avoir un prototype. En fait, tu n'as pas de montée en compétences à gérer sur de l'UX, de gens qui n'y connaissent rien, qui vont faire des erreurs grossières de conception ergonomique, qui vont te faire perdre du temps le jour de la conception, que tu vas devoir rattraper. Du coup, il faut aussi un peu gérer les égos, les formes de frustration. Il y a quelqu'un qui va avoir travaillé pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure sur le détail d'un fonctionnement, du fonctionnement d'un élément de l'interface. Puis derrière, il y a un designer qui va arriver en disant non, mais il ne faut pas du tout faire comme ça. C'est pas du tout dans les règles de l'art et qui va corriger ça. Bah voilà, on a perdu du temps potentiellement. Il faut gérer la frustration de la personne qui a travaillé 45 minutes pour rien, alors finalement il y avait quelqu'un qui avait la solution, qui l'a eu en 5 minutes. Et donc là, IGN Smart, eux, ils se débarrassent de ces problématiques-là en disant on va le faire, vous inquiétez pas, donnez-nous le cahier des charges, nous on va le faire.
je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'ils vont affecter plusieurs designers à la tâche qui vont travailler en même temps. Et du coup, ils vont permettre de réaliser le prototype assez vite. Et voilà, donc il y a vraiment deux écoles en fait quand Ouais, tu ouais. écoutes les Sprint Masters. Mhm. Soit c'est une aventure collective, tout le monde avance, tout le monde peut le faire et on y va. Soit c'est on va se garder ces tâches qui sont très expertes sur la conception de prototypage et l'animation des tests. Et nous, on vous communiquera le résultat. Donc je trouve ça intéressant et en même temps, ça, sur de la facilitation, c'est un vrai challenge quoi. Quand tu as Mhm. Et je pense que l'évolution des outils aussi, comme disait Pauline, à mon avis, va peut-être aussi amener une évolution là-dedans, parce qu'en effet, tant que les outils étaient un peu fermés, figés, chacun sur son poste, je pense que c'était plus Ouais. compliqué d'embarquer toute l'équipe à faire un prototype, alors que maintenant, ça devient beaucoup plus évident et même plus rapide, quoi. Oui, mais encore faut-il. Alors oui et non, parce que mine de rien, Figma, tu l'as dit, Pauline, mais Figma, enfin, que ce soit Figma ou même des boards type Miro ou Mural, quand tu fais des design sprints en remote, tu as quand même une petite courbe d'apprentissage. Mhm. Et en fonction des personnes, en fonction de leur niveau de maturité sur ces outils-là ou de leur niveau de confiance aussi en eux, hein, parfois, bah, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et ce temps-là, c'est pas forcément du temps que tu peux avoir en sprint, quoi. Ou alors, Mhm. si tu es un petit peu serré sur tes timings, c'est du temps à peu de valeur ajoutée, quoi. Donc, c'est un challenge en plus en termes de facilitation d'arriver à gérer ces situations-là. Mhm. Alors, pour moi, vraiment, une fois de plus, hein, ça dépend du client, en fait, ses demandes, mais ça, peut-être on verra ça sur tout ce qui est organisé. Parce que du coup, selon ce que le client, le commanditaire veut, s'il veut un top prototype, bon, bah, il faut absolument qu'il y ait des designers. Donc, du coup, soit nous, on embarque nos designers, soit on invite Hmm. les designers de l'équipe. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Mais après, si on veut plus tester un concept, mais qui soit quand même pas dégueu, mais ou à partir de, on peut travailler aussi pour les refontes, par exemple, sur des services existants. Hein. C'est plus de la réorganisation d'informations. Enfin, ça ne nécessite pas énormément de connaissances, Hmm. enfin, oui, de compétences graphiques, quoi. Donc, on peut trouver un petit peu un milieu. Donc, là, c'est vraiment au cas par cas, quoi. Mais s'il faut absolument un beau prototype, eh bien là, oui, faut quand même le designer, je dirais quand même. C'est Moi, important. j'ai l'impression, alors peut-être c'est dû aux clients que j'ai, mais la plupart des clients, quand même, à travers un design sprint, évidemment, ils entendent les designers qui parlent en disant design sprint, le but du jeu, c'est d'apprendre. Mais néanmoins, tous ont quand même envie d'avoir un livrable propre et on se fantasme de se dire que ce qui va être fait en design sprint, ils vont pouvoir le sortir en prod. Fantasme ou pas, hein, d'ailleurs, il y a plein de fois Oui. où ça arrive malgré tout. Mais, mais tu vois, j'ai l'impression que c'est assez rare quand même les fois où ils te disent oui, oui, non, mais oui, on va faire un truc dégueu et derrière, juste, on va apprendre. Tu vois, souvent, on a envie d'apprendre que ce qu'on a fait, on peut le sortir en prod, en fait. C'est surtout ça qu'on a C'est envie un peu ça, d'apprendre. ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, bon, ça, c'est à vous d'expliquer. En fait, enfin, pour moi, ça fait partie du cadrage où en fait vous expliquez. Voilà, moi j'aime bien effectivement qu'il y ait toute l'équipe qui produise parce qu'en fait on prend plein de décisions de design quand on fait les choses parce que Mm. c'est quand même notre putain de job, quoi. On n'est pas juste dans l'idéal, dans le ouais, j'aimerais faire ça et tout. Bah non, en fait, je le fais, donc du coup, ça implique des contraintes. Et donc, du coup, pour moi, c'est toujours un mode d'acculturation de dire, voilà, enfin, toutes enfin, voilà, votre service se conçoit tout le temps et en fait, tout le monde décide, en fait. Hein. Il n'y a pas que les directions qui décident. C'est des choix. Donc, du coup, vous avez beaucoup plus de chances, comme tu disais, de contrôler le résultat, se dire voilà, on fait un truc ensemble et on s'engage dans cette solution, on décide ensemble et quand on va écouter les retours des utilisateurs par la suite, eh bien on saura d'où on vient et on saura encore mieux changer enfin, la direction et puis se dire bah, ça oui, c'était voilà, on prendra des décisions plus facilement. Voilà. Après, voilà, tout le monde n'a pas cette disponibilité-là Mm. et je l'entends bien. Donc, du coup, je comprends qu'AJ Smart, en plus en tant qu'agence, sorte cette partie-là. C'est juste que, voilà, pour moi, même, après, c'est une conception des choses. Voilà, Mm. Mm. c'est Oui, vraiment- bien sûr. Non, mais je ne les mettais pas en compétition, hein. C'est juste Oui, de voir justement, et c'est l'intérêt de la chose, de voir comment on peut prendre les choses et dans quel contexte et on peut prendre les choses de façon différente. Mais
Donc, c'est intéressant de voir ça. Alors, je me permets de revenir sur le timing de ces activités. Hein, j'ai passé pour le froussard de la bande. C'est vrai que quand je les ai vus, je me suis dit, c'est rapide. C'est-à-dire qu'il y a itération sur le prototype interactif. Donc, on revient du déjeuner. Ça se fait en 2 heures. Ouais. Et la démo après, par contre, 60 minutes. Est-ce que tu peux nous détailler un peu les timings? Parce que c'est vrai que concrètement, quand on part avec la référence d'un sprint classique, on se dit que le prototypage, c'est toute une journée. De le raccourcir finalement, le prototype interactif à 2 heures, c'est Ouais. vraiment que tu as bien déroulé derrière et que tu es carré quand tu arrives sur la mise en place. C'est bien que tu précises ça parce qu'effectivement, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, les facilitateurs, ça prend 1 heure. Mais en fait, c'est en général, effectivement, on le fait, on mobilise pas toutes les équipes sur la démo et effectivement, ça peut durer, enfin, ça dure de moins en moins longtemps, nos démos, finalement, parce qu'on est beaucoup plus derrière eux tout le temps. On les laisse moins en autonomie, donc ce qui fait que c'est plutôt 20 minutes la démo et les autres groupes jettent un œil s'ils veulent, mais ils finissent quand même leur truc, quoi, parce que c'est quand même c'est un peu court. Donc oui, en fait, ils ont 3 heures. Ouais, ils ont carrément, enfin, c'est pas beaucoup, hein, mais ils ont 3 heures, mais ils y arrivent, hein, c'est ça qui est fou. Et donc nous, voilà, on va checker le wording, tu vois, les détails de navigation, enfin, en fait, tous les connexions entre les pages. Voilà, on va leur dire ce qu'il faudrait qu'ils retravaillent le lendemain. Donc, D'accord. c'est ça. C'est vrai qu'en général, on n'a pas vraiment le temps de faire une démo complète. Et alors, tu parlais aussi dans ton livre, je crois, tu donnes des rôles par groupe. Oui, C'est oui, ça, c'est tu as le responsable qualité, les ouais, UX writers, les documentalistes, je ne sais pas voilà. s'il y en a d'autres. Oui, voilà, on donne un petit nom à chacun. Donc, oui, les personnes qui sont plus à l'aise avec l'écrit, l'expression. Comme vous vous rappelez, on fait les tests d'intelligence, parce qu'on a du coup les verbalo-linguistiques. Alors, tac, direct, vous êtes UX writer. Les interpersonnels, donc eux, ça va être plutôt, ou intrapersonnels aussi, donc on va les mettre en mode, enfin, on leur demande, hein, mais mais en gros, c'est des intelligences qui sont vraiment ultra intéressantes parce que chacun trouve son rôle et donc, du coup, c'est important parce qu'on sait quelle est la responsabilité de chacun. Ça, c'est important aussi. Bah, ça, c'est de l'organisation, hein, c'est du management. C'est quel est le périmètre de chacun parce que tout va très vite, donc il faut être opérationnel. Donc, selon le nombre de personnes, eh bien, effectivement, 4. Donc, si vous êtes 4, donc, le documentaliste va chercher de la donnée. Donc, c'est pour des articles, du texte, des photos, enfin voilà, des choses qui vont illustrer, enfin qu'on va rentrer dans les pages. Hein. Le UX Writer, donc c'est tous les accroches, les titres, les noms des boutons, ça c'est super important. Et après, donc 6 ou 4, bon évidemment il y a le designer qui va faire toutes ces pages en responsable, mais effectivement après il faut vraiment qu'ils se repartagent les pages quand ils ont fini. Donc après tout le monde est un petit peu designer. Et responsable qualité, donc ça, s'ils sont que 3, alors soit ça dépend des personnes. C'est vraiment la personne qui va veiller au temps, au livrable. Est-ce que voilà, on est dans les clous, on avance bien? Est-ce qu'on répond bien à la problématique? Est-ce que s'il y a des nouvelles questions qui se posent, est-ce que ça va, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Est-ce qu'on est toujours là sur le chemin du problème et de l'utilisateur? Donc, ça arrive quand même beaucoup de fois que je prenne ce rôle-là où les facilitateurs viennent en responsable qualité et font, bon, les gars, vous êtes partis trop loin. Enfin, voilà, il faut vous recentrer là, vers votre utilisateur. Là. Ça doit pas être évident à prendre quand même comme rôle pour un sprinter, ce rôle-là, parce qu'effectivement, tu délègues une partie de la responsabilité du sprint lead sur un des membres de l'équipe. Et je vois dans le livre, hein, tu le dis, tu dis l'idée, c'est pas d'avoir une relation qui soit verticale avec le reste de l'équipe, mais ça reste une relation horizontale où il doit encourager, s'assurer de la cohérence de l'ensemble. Et ça n'a pas forcément.
c'est aussi des qualités de management, en fait. Donc, tout le monde n'est pas forcément hyper à l'aise avec ça, ou en fonction de la dynamique de groupe et des personnalités, ça ne doit pas forcément être hyper évident. Il faut être un bon profiler en tant que facilitateur pour désigner des personnes qui vont avoir cette responsabilité-là. Peut-être lors d'un nombreux podcast, mais Ouais. mais oui, le facilitateur doit bien comprendre qu'est-ce qui se passe entre les gens, les types de personnalités, la place que les gens veulent prendre sur les ascendants aussi. Enfin bon, c'est les relations humaines, hein, c'est passionnant, j'adore. Après, comment dire, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que, alors, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne suis pas du tout à l'aise pour gérer les gens. Ça, c'est un truc que j'aime pas du tout. Mais en sprint, c'est pas du tout pareil parce que là, en fait, les gens vous remercient de prendre ce rôle-là parce qu'il faut y aller. Parce qu'il y a tellement de stress, c'est qu'il faut un capitaine, quoi. Donc là, du coup, il n'y a pas de souci pour être un peu autoritaire, quoi. Dans mon équipe, je déteste faire ça, donc en fait, j'ose pas dire les choses. Et en fait, ça crée d'autres complexités. Donc en fait, j'apprends beaucoup aussi en étant facilitatrice que bon, c'est bien aussi d'être très, voilà, il faut être un petit peu, faut donner un cadre en fait, mais souple toujours. Hein. Enfin, voilà, il faut que les gens aussi puissent parler et se sentent pris en compte et puis vraiment avancent et l'impression qu'ils sont aussi sur la bonne voie, qu'ils ont la bonne manière de faire les choses. Enfin, c'est entre guider et puis... Enfin, en fait, nous, on sait où on va. Et surtout, on est garant. Enfin, ça, il ne faut pas oublier le truc. Hein. Je crois que la plus grande responsabilité que vous devez avoir, c'est garant du résultat. Donc après, comment ça se passe, enfin, il y a plein de manières d'être... Enfin, tu vois, de faire en sorte que ce résultat arrive et que, voilà, que ce soit un vrai succès, ce sprint. C'est vraiment notre responsabilité. Donc, il y a plein de manières et la facilitation est un grand facteur de succès. On est arrivé à la fin de la journée de prototypage. Oui, ça va, je crois qu'on... On est pas mal. Ouais. Et du coup, le lendemain, il va y avoir les tests. Alors, on n'a pas trop parlé de la rédaction du guide. Ouais, on le fait pendant la journée de test, ça, je vous rassure. Vous le faites pendant la journée des tests, ouais, c'est ça, c'est le matin, il me semble, hein, c'est ça. Ouais, là, franchement, le 4e jour, c'est tranquille, quoi. C'est ouf. Mais tu nous dis ça à chaque fois et en même temps, on y passe à chaque fois 1h30. Non, mais c'est tranquille. Alors, le protocole. Non, Qu'est-ce qu'on va découvrir? Le prototype, c'est vraiment le dernier coup de rein. C'est vraiment le truc. On est vraiment en mission, quoi. C'est vraiment 3 jours, c'est chaud. Donc vraiment dans la courbe émotionnelle, c'est cool, quoi. En plus, on va voir les testeurs. Les gens, ils sont vraiment complètement... Ils attendent de voir les gens parce qu'ils sont complètement ouverts sur les critiques, ça va être apprécié, comment on va l'améliorer. En fait, là, ils sont dans un état d'esprit, mais ultra cool, quoi. Donc, pour nous aussi, c'est vachement mieux. Donc là, on leur donne un exercice un peu rigide pour calmer cette douceur-là, cette coolitude. En fait, on leur fait faire le protocole de test. Alors, c'est pas super facile, je trouve, quand même, comme exercice, hein, parce que ça, c'est vraiment pour moi... c'est comme la recherche utilisateur, enfin, c'est quand même c'est un métier, quoi. Enfin, donc là, il faut se projeter, donc on leur demande de reprendre tous leurs prototypes et en fait de relister, revoir toutes les hypothèses qu'ils voulaient tester et puis on leur donne en fait une grille, un cadre, donc voilà toute l'introduction, tout est noté, quoi, tout est formulé. Donc qu'à suivre le plan et après ils posent leurs questions, ils mettent page 1, tac, je veux tester ma baseline, machin, enfin bref, j'ai jamais d'exemple comme ça à vous dire, c'est dommage, j'en trouve. Mais enfin bon, il y a plein de choses à tester. Donc là, du coup, ils le lisent ça. Mais ils ont déjà fait ce travail-là un petit peu, comme je vous ai dit, pendant fin de deuxième jour et le 3e jour, à lister leurs hypothèses. Donc finalement, tout ça, pour moi, c'est vraiment les méthodes de design de service, quoi. C'est qu'on on utilise toujours une méthode pour avancer. Donc, c'est jamais waouh, il y a plein de trucs nouveaux à faire, quoi. Donc, Et à ce niveau-là, ils sont toujours en groupe ou ils sont réunis à nouveau? Toujours en groupe. oui. Voilà, donc ça, c'est cool. Donc, ils sont en groupe. Ouais, ils font leur petit questionnaire et donc on leur fait un petit cours aussi quand même sur la posture parce que c'est important.
Et surtout, on leur fait faire un test blanc. Donc, soit encore entre eux, soit là, du coup, justement, dans les facilitateurs avec qui je travaille, donc Jules ou Samuel, hein, ils aiment bien faire le rôle du mec qui comprend rien du tout, quoi. Donc là, on fait c'est un peu un sketch, quoi. C'est-à-dire que là, on prend un projet au pif. Et donc, il y a le groupe qui fait tester et Samuel ou Jules fait le mec qui capte pas du tout, qui dit mais non, mais je m'appelle pas comme ça, ou mais moi, j'ai pas envie de faire ça, ou ouais, ça c'est sympa, oui, ma mère achèterait ce service ou un truc comme ça. Enfin, en fait, toutes les phrases auxquelles il faut faire vraiment gaffe, où on a l'impression soit que la personne aime bien, mais en fait, elle s'en fout passablement, ou au contraire, quand elle vous pose la question, mais alors qu'est-ce que ça fait là si je clique là? Justement dire, au contraire, c'est lui demander d'essayer d'imaginer ce que ça pourrait faire. Qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce que vous attendez derrière cette action pour relancer et pour apprendre des choses, parce qu'on ne va pas expliquer le service, c'est interdit d'expliquer le service aux personnes. Donc on les met dans cette posture d'écoute et comment je peux faire en sorte que la personne crache le maximum d'informations sur ses besoins, sur sa compréhension, parce que c'est ça qui nous est utile pour la suite. C'est pas qu'on lui explique le service. Et alors, les tests, ils vont être animés par une personne du groupe? Du groupe, ouais, toujours. Ouais, donc le même principe que l'entretien. Les interviews, une personne fait les tests. Et donc avec Lookback, si on utilise ça souvent, les autres personnes peuvent voir qui sont en face, en fait, elles peuvent voir ce que fait la personne. Et donc, il y a une personne qui note tout, qui note tout dans le spreadsheet. Et puis, une autre personne qui prend le temps et qui note aussi, ou voilà, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'elle fait vraiment, ça dépend. Enfin, en gros, il y a vraiment l'intervieweur et celui qui prend les notes. Ok, et le reste est en observateur. Ils sont pas actifs. Ils regardent juste, c'est ça? Ouais, moi, comme je fais des groupes de 3-4 personnes maximum, oui, en gros, c'est soit ils reprennent des notes, soit ils checkent le temps. D'accord. Donc, il y a toujours là, un peu le contrôle qualité qui fait D'accord. Et du coup, quand tu es dans une configuration où tu as abouti à des solutions, par exemple, qui sont en compétition, dans le timing, là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un test qui se faisait par groupe. Oui. Du coup, comment tu fais? En fait, à la fin, en gros, il y a autant de participants qui sont vus en test que de groupes qui ont réalisé un élément d'interface. Oui. Alors, D'accord. donc, ouais, donc question, donc, ce qu'on fait, quand il y a 4 personnes dans le groupe, on les scinde et puis comme ça, on peut paralléliser 2 tests en même temps. Okay, donc du coup, ce qui fait que s'il y a 4 groupes, on peut interviewer 8 personnes, ou alors on fait, attendez, je ne sais pas si c'est exact ce que je dis, en gros, on les scinde, et après, ça nécessite un petit peu d'organisation, et après, en fait, les utilisateurs passent de groupe en groupe, ce qui fait qu'on a au moins 4 testeurs. Voilà, pour moi, c'est le minimum pour les tests, qui est 4 testeurs en 1 heure. Et ça veut dire que les tests ne durent pas forcément 60 minutes. Enfin, c'est pas un test classique de 1 heure, ça peut être des tests de 20, 25 minutes et les gens tournent. 30 minutes ou 45 minutes. Ce que je fais, 45 minutes, c'est bon, ça marche. D'accord. C'est 1 heure, donc c'est 1 heure et demie. Voilà, 1 heure et demie maximum le test. Donc, tu vas avoir des testeurs qui vont être là, s'ils doivent tourner sur 3 groupes, mettons, ils vont être là au total 2h15, 2h30, quoi, à peu près. Non, 1 heure et demie, parce qu'ils font 45 minutes, 45 minutes. D'accord, sur 2 groupes, max. Okay. C'est compliqué. Non, mais en fait, ça paraît, c'est vrai que pour des non-initiés, ça peut paraître un peu des discussions un petit peu bizarres, très détaillées, mais finalement, on se rend compte que si c'est des détails, si on les prend pas en compte tout de suite et ça peut créer des situations assez désagréables, quoi. Je pense à ça parce que je me dis, un testeur, si ça fait déjà 1 heure et demie qu'il est en test, mine de rien, on lui demande un effort hyper important, quoi. Donc à la fin, au bout d'un moment, il n'arrive plus à réfléchir, il n'arrive plus à faire de feedback, et aussi il est hyper biaisé parce qu'il a testé déjà une première solution, donc il a déjà des éléments qui viennent interférer sur la perception du deuxième. Il est totalement neutre quand il découvre le premier prototype, mais quand il découvre le deuxième, il a déjà appris un certain nombre de choses. Donc, Oui, voilà. Donc c'est ce genre, exactement, c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir.
est-ce qu'on fait tester maximum 2 fois? Parce que 2 fois, bon, ça va encore. Donc, ça veut dire qu'il faut hyper bien recruter les gens. Il faut que ça soit vraiment les mêmes. Il faut recruter des clones. Ou alors, moi, c'est vrai qu'une fois, j'avais fait un truc un peu fou, là. Mais ça, on s'en rend compte après. Ou pendant, mais c'est trop tard. C'est qu'il y avait 3 groupes et 3 testeurs en même temps, donc qui tournaient. Et mais 3 c'est énorme pour les testeurs et pour les groupes. Enfin, c'est-à-dire j'avais pas prévu de pause, quoi. Donc c'était waouh. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont waouh, c'est cool. Là, en 1h30. Et donc là, c'est des tests de 1 demi-heure. Donc encore plus court. Ok. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là qu'il faut avoir en tête. Et bon, des fois, ça... Après, tout dépend de la complexité de ce qu'il y a à tester aussi. Enfin, ça dépend de pas mal de choses, quoi. Ça dépend de plein de choses, ouais. Mais du coup, alors là, je t'entendais dire, il y avait 3 testeurs. La règle des 5 testeurs, qui est une règle une règle d'or chez Jack Knapp, c'est quelque chose auquel tu te tiens absolument, ou alors justement tu te permets là d'autres choses, d'autres Alors, formats? ce que je fais, effectivement, c'est plutôt si on n'arrive pas. Donc là, c'est toujours une question de temps et de volonté, de budget. C'est que si on n'arrive pas à. Enfin, si on n'a qu'1 heure ou 1h30 pour les tests, parce qu'il faut débriefer après, c'est important pour prioriser, en fait. Donc, c'est ultra clé. C'est que je préfère avoir que 3 testeurs pour qu'au moins les gens clôturent en fait le sprint, enfin, au moins le 4e jour qui est quand même une clôture, enfin au moins intellectuelle, et de se dire voilà ce qui a clairement marché, pas marché ou des choses on ne sait pas. Et après tout ce qui est on ne sait pas à creuser, ça moi je le réserve soit à des vrais tests après le sprint, donc là un peu plus long, mais du coup ça coûte plus cher, enfin c'est coûteux. Donc est-ce qu'on veut vraiment tester des choses qu'on ne sait pas? Donc ça veut dire qu'il faut absolument dont on ne connaît pas encore la valeur, donc ça veut dire qu'il faut absolument que les décideurs soient là pour dire bon les gars, ça moi j'y crois grave, mais là vos testeurs c'était pas les bons, là il faut aller. Donc ça, moi je veux bien un retour comme ça du décideur pour aller faire des vrais tests derrière. Ou même ce qu'on faisait au début, on devrait continuer à faire ça, c'est qu'on fait les tests distants le soir même, comme on a le protocole de test, on balance un test à pic. Donc on leur file le prototype, le protocole, et donc eux ils ont déjà recruté les gens, et le lendemain on a les retours, et là de peut-être 50 personnes ou 10 personnes, enfin ça dépend du budget en fait qu'on a. Donc ça pour moi c'est ce qui a de vachement, c'est hyper complémentaire, c'est super efficace. Et donc, on a des retours vraiment, voilà, on a du quanti et du quali. C'est-à-dire qu'on a entendu les gens s'exprimer sur leur pourquoi, on a entendu la souffrance, là, je parle souvent de ça, de sentir la souffrance des utilisateurs. Et après on fait du quanti et on est un peu plus distant, mais là, on cerne bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. En gros, quoi. C'est intéressant parce que alors moi je sais que ces solutions-là existent. J'en ai jamais utilisé en sprint, effectivement de déléguer toute la partie test et puis de simplement recueillir le feedback ou des synthèses des retours de test, parce que ce que je trouve vraiment super excitant et super puissant en sprint, c'est justement le fait d'arriver à créer en fait la rencontre possible entre une sprint team et des utilisateurs finaux, et le produit de ce qu'a créé la sprint team pendant ces quelques jours, rencontrer, crash tester en direct, sans filtre, de façon brute, et de laisser le temps de cette rencontre en fait se faire. Donc effectivement, quand tu es sur 5 testeurs et que tu as des sessions de 45 minutes, moi c'est le format que j'utilise par exemple, tu as toute la matinée plus un petit peu de l'après-midi où en fait, les sprinters vivent quelque chose d'inédit la plupart du temps, qu'ils n'ont jamais vécu. Et comme on a créé en amont du sprint les conditions qui rendent possible la disponibilité d'esprit physique en fait, physique et mentale de ces personnes pour être juste là et assister à cette rencontre,
bah, c'est un moment d'émerveillement généralement qui est assez fort et d'illumination presque. C'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui se font à ce moment-là, mais c'est vrai, hein, qui se font et qui sont extrêmement fortes et qui derrière vont avoir des impacts très importants quoi, au sein de sur la façon de travailler, sur la façon de réfléchir, sur comment mener le projet après. Et c'est vrai que se passer de ce moment-là, et c'est là où je trouve que pour le coup, la proposition d'AGN Smart, je la comprends en fait en termes d'efficacité opérationnelle, mais je trouve ça dommage de se passer de cette rencontre-là, quoi. Mais je comprends par contre dans ce que tu dis, dans le fait de pouvoir, ce que ça permet ailleurs, c'est-à-dire le fait de pouvoir tester très rapidement et en peu de temps une solution auprès d'un panel beaucoup plus large. Et là, encore une fois, c'est un peu ton mantra, mais c'est de dire, en fait, tout dépend de ce que vous voulez faire, tout dépend de ce qu'est le prototype, de ce qu'il y a besoin d'apprendre au-dessus. Les dispositifs ne sont pas nécessairement les mêmes toujours. Mais c'est intéressant de se poser ces questions-là, de voir qu'il y a ces alternatives qui existent et de voir qu'elles sont tout à fait envisageables dans le cadre d'un sprint. Et la temporalité du sprint aussi, c'est que si j'ai eu à faire quelque chose comme ça avec la Poste, parce que c'était une refonte d'un produit qui était vraiment dysfonctionnel, je ne vous dirai pas lequel. Et donc là, du coup, on a fait les tests et en fait, là, on s'est rendu compte que les testeurs n'étaient pas du tout bien recrutés. Enfin, c'était pas... voilà. Donc, c'était aussi ma faute, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'était une information qui était importante. C'était, il y a un no-go sur ce service-là pour ces gens-là, ok, mais par contre, il y a tous les autres. Et donc là, il était vraiment impératif qu'on arrête le sprint. Ça, c'est aussi important de le dire. Je pense qu'on ne dit pas, c'est qu'il vaut mieux arrêter le sprint si on n'a pas les bonnes conditions pour continuer, pour prioriser. Donc là, on s'est dit, on arrête. On va lancer des tests distants dans toute la France à des cibles plus déterminées. Et donc, on a fait les retours et on a pu faire une dernière itération et faire nos recommandations. Et du coup, le truc, après, il est sorti hyper rapidement, quoi. Et donc, ça, c'est cool. Donc, en gros, on a fait 3 tests. On a fait les crash tests, les tests en présentiel, voilà. Et après, distant, qui nous a permis de faire une itération et de faire le sprint planning pour cette dernière journée, donc on verra plus tard. Où là, effectivement, on a commencé à poser les priorités et on savait, on avait toutes les infos pour le faire. Donc, la priorisation, c'est quand même pour moi, c'est un des, enfin, j'ai mais il y a tellement d'intérêt à faire dans le sprint. Là, c'est faire une priorisation en conscience, quoi. Donc, il faut tester plus quoi, quand on n'est pas sûr. Voilà. Il faut se donner la liberté d'arrêter un sprint. Bon, moi j'aurais plein de questions encore, de remarques, hein, comme d'habitude. Mais là, est-ce qu'on est arrivé à la fin du jour 4? Non, pas encore, puisqu'après il faut débriefer. Oui, bon, voilà. On dit toujours ça et puis non, quoi. Ça va passer vite. Non, mais là, le débrief, bon, ça va vite en fait, hein, parce que du coup, les gens ont complètement leur projet en tête. Donc, nous, on a une manière un petit peu complexe, je trouve, mais bon, qui a son intérêt. C'est vraiment une manière de prioriser par tout ce qui est est-ce que c'est bien compris, enfin voilà, une fonctionnalité, est-ce qu'elle a bien été comprise, ou alors oui, elle a été comprise, mais on s'en fout, donc pas d'appétence, donc pourquoi le faire, donc, ou au contraire, est-ce que donc perception, compréhension, c'est un petit peu la même chose. Remarque, non, pas forcément, parce qu'il y a la perception qui est est-ce que ça a l'air cool, est-ce que j'ai envie de l'utiliser, donc il y a ce truc de désirabilité. Et après, il y a l'aspect utilisabilité. Donc là, est-ce que j'ai compris, ça a l'air cool, je l'utiliserai, mais par contre, le truc là, ça ne marche pas du tout, quoi. Là, il y a un chantier ergo. C'est normal, les gars, on a fait ça en 3 heures. Voilà, en gros, c'est ça. Ok. Donc, une fonctionnalité peut avoir à plusieurs critères en fait de sélection, des critères de compréhension, d'analyse. Voilà, on fait ça. C'est ce qu'on a le temps de faire. Après, on aimerait faire un peu plus, mais vraiment,
important de faire plus. Non, mais je vois effectivement, je reprends ce que tu dis, il y a effectivement 4 dimensions sur lesquelles vous évaluez une fonctionnalité: l'appétence, l'utilisabilité, la compréhension, savoir si l'utilisateur effectivement comprend le contenu. J'imagine que c'est lié aussi à une forme d'appétence. Enfin, ceci dit, il peut être appétent et ne pas comprendre, donc faut lui avoir expliqué pour savoir s'il est appétent. Mais ça devient complexe. Mais non, non, mais c'est hyper important. Je comprends bien ces dimensions-là. Et puis la métrique aussi, c'est-à-dire effectivement le nombre d'utilisateurs, de testeurs Oui. euh, alors là, dans l'occurrence, dans le cas que tu avais identifié, c'était un push inscription, par exemple, une fonctionnalité qui est un push d'inscription. Et là, c'est le nombre d'utilisateurs qui déclarent vouloir s'inscrire. Oui, voilà. Bon, après, là, quand vous êtes en sprint, c'est bon, il y a que 3, 4, 5 personnes, c'est pas une information très importante. Mais quand même, par contre, dans les tests distants, là, oui, les métriques vont être plus importantes. On va pouvoir rassembler plus d'infos. Il y a une manière qui est plus simple, et là, on le fait le lendemain. C'est le start-stop continue. C'est de reprendre ce débrief et se dire, bon, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui est vraiment important? Donc, au-delà de l'ergonomie, le machin, qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Donc là, on demande aux gens de prioriser, de revoter. Voilà, qu'est-ce qui semble vraiment chouette? Et là, il y a des vraies discussions vraiment intéressantes. Là, je trouve que c'est vraiment très clé. Donc, c'est bien que là, c'est vraiment l'intelligence du tout ce qu'on a fait quoi, pendant 4 jours. Se dire, bon, bah, ça, c'est cool, ça marche bien, on peut y aller. Ça, on arrête. C'est du bruit. Enfin, il y a des choses beaucoup plus importantes dans ce projet, donc on le garde pour plus tard, éventuellement, et puis creuser. C'est creuser, start-stop continue. C'est bon, là, on n'est pas trop sûr. Il y a des choses intéressantes. Soit on continue à tester, soit il faut peut-être effectivement, pour une fonctionnalité qui a tous les critères cool, voilà, perception, compréhension, désirabilité, mais ça ne marche pas, mais pas utilisabilité. Bon, on peut dire qu'il faut quand même creuser, ou même non, là je pense que c'est dû commencer, parce que s'il y a 3 critères, ok, c'est bon. Voilà, donc c'est comme ça, ça vous permet d'évaluer un petit peu ce qu'a l'importance. Ok. Et ce que je vois, c'est que dans chacune de ces colonnes, commencer, continuer ou arrêter, tu as 3 dimensions. Tu as soit les tests, en gros, il faut faire des tests utilisateurs complémentaires, soit des spikes, dont tu vas nous parler un petit peu plus tard, un sprint spike. Donc là, on est complètement dans le framework agile. Soit métier, c'est-à-dire intégrer telle partie prenante dans la réflexion, chercher des études de marché, travailler sur l'offre, etc. Voilà. Est-ce qu'on a les données pour décider, pour estimer une fonctionnalité? Donc, en gros, c'est ça, le spike, c'est faire une petite task force, là, encore une autre, plus resserrée, mais là dans l'idée qu'on va quand même développer le truc, quoi, qu'on va l'implémenter le plus rapidement possible. Donc, on se rapproche d'une... c'est très réaliste, là. Donc là, c'est dans cette idée qu'il faut qu'on prépare le backlog. Et donc là, du coup, on doit estimer une fonctionnalité précisément. Et on n'a pas toutes les données, mais on sait que cette fonctionnalité a beaucoup de valeur pour l'utilisateur. Donc, il faut l'intégrer à un moment donné. Bon, mais peut-être ça, on en parlera après, je ne sais pas. Très bien. Mais oui, en fait, j'étais en train de regarder. Mais là, donc si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, on arrive à la fin du jour 4. C'est bien ça? Oui, voilà. Même là, on est déjà un peu sur le jour 5. Là, On est déjà un peu sur le jour 5, ouais, d'accord, ok. Sur le start, stop, continue, on commence le jour 5 avec ça. Ok, ok. Donc là, on a le jour 5, en fait, si je regarde bien, on est sur... là, tu reprends beaucoup d'outils qui sont des outils dont qu'on a l'habitude de voir, de croiser dans l'agilité. Oui. Oui, parce qu'on est dans l'agilité. Le sprint, c'est vraiment de l'agilité. Donc là, pour moi, il faut raccrocher tous les wagons. Allez les gars, on y va. On va tous ensemble. Parce que du coup, c'est vraiment la petite brique design qui se raccroche au code sprint. Donc du coup, il faut ramener tous les devs. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais bon, il faut ramener cette vision. Comment on implémente quoi. Vraiment, clairement, là, c'est bon, on a imaginé un truc. Là, il faut faire redescendre tout le monde, quoi. Donc, effectivement,
Donc, il y a vous voulez que je vous en parle ou c'est... Oui, ça va. Qu'est-ce qu'on fait? Non, parce que, Ah ouais, bah, je si, sais que déjà, voilà, ouais. Non, ça va, on a le temps. Non, mais en fait, alors moi, j'ai exactement la même sensation que la dernière fois, c'est-à-dire que je me dis que là, il y a quand même des choses qui sont complètement neuves, là, pour le coup, sur ce dernier jour-là. Et on est sur quelque chose qui est complètement nouveau, dont on n'a jamais parlé dans Gomet. Donc, moi, j'aurais envie de se garder ça pour la Roi du prochaine fois. teasing, il est bon, il fait des hooks. Oh là. J'apprends des meilleurs, hein, Thibaut, tu le sais bien. Bah, non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que c'est une valeur. Enfin, ça boucle un peu parce que Pauline, quand tu as commencé à nous raconter comment t'en étais arrivé là, il y avait cette intégration dans l'agilité. Et là, je trouve que c'est intéressant de bien se concentrer sur comment tu le fais, d'autant plus que c'est peut-être quelque chose qui est moins maîtrisé par les designers et les gens qui Oui, nous écoutent. Donc, je pense vraiment que ça vaut le coup de oui, oui. rentrer en détail dedans. Et ça Là, fera peut-être le lien avec le Spike aussi. Donc, oui, oui, c'est beaucoup de messages. Enfin, c'est la dernière partie du livre. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Actionner. Je pense qu'il faudrait que je parle de tout ça parce que c'est la place du designer dans les équipes agiles aussi qui doit être aussi changée. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment qu'il y ait une fusion, quoi. Pas que des métiers, mais aussi des équipes projets. Donc, c'est un vrai sujet. Un vrai Ok, sujet. alors regardons-lui la place qu'il mérite et le temps qu'il mérite. Donc, en tout cas, on va en parler très vite. Après, je ne sais pas si les épisodes vont sortir très vite l'un l'autre, mais en tout cas, on en si. parle très vite. On en parle Merci très Pauline. Je vous en prie, c'était cool, comme d'hab. Eh ben oui, merci à toi. Et puis du coup, on se retrouve sur le prochain. Alors, hâte d'y être. Ouais, bah, moi aussi. Hein. C'est un plaisir. Donc, à très bientôt. Ouais, à très bientôt. Allez, À salut bientôt, à toi. merci. Et achetez le livre. Hop, là. Gomet.